Et vous le savez, tous les jours sur Radio J, nous retrouvons la chronique L'Histoire des Juifs de France, préparée par Christophe Dard. Chaque matin, un numéro inédit. Alors, depuis quelques épisodes, nous parlons des principales synagogues parisiennes construites au 19e siècle. Nazareth, la Victoire, la synagogue des Tournelles également. Et nous allons justement clôturer notre cycle parisien par la synagogue Buffo, située dans le 9e arrondissement de la capitale, et rencontrer celui sans lequel ce lieu de culte construit dans la seconde moitié du 19e siècle aurait sans doute jamais existé. Il s'agit de Daniel Osiris. Mais avant tout, Christophe, il faut rappeler la place de la communauté juive portugaise à ce moment-là, puisqu'elle a une importance, comprenez bien sûr les séfarades. Et c'est dès le 15e siècle que l'on rencontre cette communauté à Paris, mais elle est toujours minoritaire par rapport aux Ashkénazes, plus nombreux dans la capitale. Elle se retrouve donc à avoir des lieux de culte modestes, et la fondation en 1808 du consistoire de Paris dans ce contexte est vécue bien sûr comme un soulagement. Quelques années plus tard, d'ailleurs en 1826, la communauté juive portugaise quitte un modeste oratoire situé rue du cimetière Saint-André-des-Arts pour un lieu cédé par le consistoire tout près de la rue Notre-Dame de Nazareth, où se trouve une synagogue qui a ouvert quelques années plus tôt et dont on a parlé d'ailleurs précédemment. Mais le site devient trop petit et en 1848, la synagogue de la rue de Nazareth est détruite car elle menace de s'effondrer. Les séfarades bénéficient d'un lieu de culte rue du Sentier, puis une synagogue de 300 places est inaugurée en 1851, alors que la synagogue de la rue de Nazareth rouvre l'année suivante. Tout cela coûte bien sûr cher, et pour cela, c'est là qu'à ce moment-là est envisagée, en fait c'est pas vraiment une idée nouvelle, la fusion des rites allemands et des rites portugais qui donnerait naissance à un rite français de Sorfat qui serait en fait en vigueur dans la nouvelle synagogue érigée après le feu vert donné par l'empereur Napoléon III. Il s'agit bien sûr de celle de la Victoire, construite à partir de 1867. Alors pendant plusieurs années, les discussions sont animées au sein du consistoire pour discuter de ce projet. Finalement, en 1874, l'Assemblée des fidèles d'origine portugaise refuse l'adoption de ce rite commun. La nouvelle synagogue de la rue de la Victoire, inaugurée cette année-là, sera donc ashkénaze. Mais les juifs séfarades de Paris, de plus en plus nombreux, évidemment, veulent leur propre lieu de culte, avec d'ailleurs pas mal d'exigences, parce qu'ils veulent, bien que ce soit dans le même quartier, le 9e arrondissement, quartier évidemment déjà chic à l'époque et en pleine transformation, et puis surtout dans le même style architectural, ce style romano-byzantin. Il faut dire que la synagogue de la Victoire est forcément si belle que l'on peut comprendre que l'on veuille la copier, et c'est ainsi qu'en 1875, un petit groupe de fidèles originaires de Bayonne, de Bordeaux, de l'Empire ottoman et aussi du comtat vénessin dans la région d'Avignon crée une société civile en fait pour lever des fonds, lever suffisamment d'argent afin de construire une nouvelle synagogue. Un certain Stanislas Ferrand, médaille d'argent de la première classe à l'exposition universelle de Paris en 1867, est chargé du projet. Mais on l'imagine, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, et c'est là qu'intervient un mécène, Daniel Osiris, de son vrai nom, Daniel Ifla. Il est né en 1825 à Bordeaux, fils de commerçants juifs originaires d'Espagne et du Maroc. Il part à Paris à l'âge de 14 ans pour poursuivre ses études. Il monte dans la capitale, comme on disait à l'époque. Il est d'abord commis chez un agent de change. Il entre ensuite à la banque Mirès, fondée par les frères Pereire. Et puis il grimpe tous les échelons jusqu'à devenir fondé de pouvoir, c'est-à-dire qu'il a quand même le puissant pouvoir de procuration pour agir au nom d'une personne ou d'une société. Et puis il est en outre le mari de Léonie Carlier. C'est la fille d'un riche entrepreneur. Du même coup, la dot est plutôt élevée. Mais cette dernière meurt brutalement en 1856, malgré les soins du médecin de l'impératrice Eugénie, ce qui montre au passage que notre homme est puissant. À seulement 30 ans, il est veuf donc et ne se remariera jamais. Et il quitte bientôt la banque Mirès. Il change de nom, il se fait appeler Osiris, il se présente comme rentier, il gère plutôt bien ses affaires. C'est l'époque où on est en pleine révolution industrielle et faire fortune, c'est plutôt facile. La bourse de Paris est le lieu de toutes les spéculations. D'ailleurs, pour l'anecdote, son nom de naissance, Ifla, dériverait de l'arabe falara qui signifie réussir. Effectivement, c'est sans doute le verbe qui lui convient le mieux, mais c'est aussi un philanthrope, Daniel Osiris, car en 1870, par exemple, alors qu'on est en plein conflit avec la Prusse, il va envoyer 10 000 francs au ministre de la Guerre pour les veuves et les orphelins, et pendant le siège de Paris qui va suivre, il met toutes ces maisons, parce qu'il a plusieurs endroits où il vit, toutes ces maisons, appartements du 9e arrondissement à la disposition du maire pour y installer des cantines et des asiles pour les réfugiés. La synagogue de la rue Buffo est inaugurée alors le
le 3 septembre 1877, orientée vers Jérusalem comme le veut la tradition. Elle compte 650 places. La partie supérieure de la façade est formée par 2 grands arcs concentriques supportant un fronton couronné par les tables de la loi. La hauteur totale de la façade du sol au sommet des tables de la loi est de 22,50 mètres quand même. Et c'est vraiment un très bel endroit à l'intérieur. Les bas-côtés qui comprennent 6 arcades soutenues par des colonnes en marbre blanc. Au-dessus, les galeries réservées aux femmes. Le tabernacle est de grande proportion. Une petite grille en fer forgé le sépare du public. Et puis en face du tabernacle et superposé au second porche se trouve une tribune dont la partie du fond est réservée à l'organiste et à la maîtrise et à la partie du devant au public. Je cite d'ailleurs l'Univers israélite, un journal à l'époque qui écrit au moment de l'inauguration: au plafond, 4 rosaces occupent les 4 parties centrales de la nef. Le tabernacle entouré de marbre est surmonté d'une 5e rosace qui mérite d'être décrite. La pierre taillée à jour figure des nuages et des rayons. Derrière, des verres où on a habilement combiné diverses nuances jaunes. Enfin, au centre, les tables de la loi telles que la tradition veut que les ait portées Moïse descendant du Sinaï. Cette rosace représente les rayons du soleil émergeant des tables de la loi et perçant les nuages. Osiris ayant financé en grande partie la majeure partie de la construction de la nouvelle synagogue, il veut imposer des plaques de remerciement également. Mais l'une d'elles, où il rend hommage aux illustres enfants d'Israël, fait polémique. Effectivement, il y est mentionné le nom du philosophe Baruch Spinoza, frappé par un hérem, une excommunication par la communauté juive d'Amsterdam. C'était déjà en 1656. Et également l'écrivain Heinrich Heine, converti au protestantisme. Oui, ça fait un peu tâche, ça passe pas pour les rabbins, ce qui va dire faire l'objet d'un arrangement à l'amiable, car on était vraiment pas loin d'un procès dans cette affaire. Et ce n'est pas tout, Osiris qui se permet, c'est vrai, quelques largesses, puisqu'il rend aussi hommage dans la synagogue, dans les remerciements, à ses parents, à sa femme, qui était pourtant catholique, à ses enfants et à ses amis proches. On peut imaginer quand même que voir cela dans une synagogue a divisé la communauté et choqué, tout simplement parce que ça ne se fait pas. Après l'aboutissement de ce projet, Daniel Osiris poursuit ses financements de 7 autres synagogues à Arcachon, à Vincennes, à Tours, mais aussi à Bruyères dans les Vosges, à Tunis et à Lausanne. Il finance aussi avec les frères Pereire et les Rothschild la reconstruction de la grande synagogue de Bordeaux. Qui effectivement ouvre ses portes en 1882. Il va aussi entreprendre la restauration de nombreux monuments et de tombes en province. Il faut dire que notre homme est un passionné de Napoléon Ier et ainsi il fait ériger à Waterloo. Vous savez, c'est la même que Napoléon a été mise en déroute par les armées coalisées le 18 juin 1815. Il crée un monument, il permet le financement d'un monument à la mémoire des grenadiers de la garde impériale. Il achète aussi aux enchères en 1896 l'ancienne maison de Joséphine de Beauharnais et du général Bonaparte, le château de Malmaison, tout proche à ce moment-là de la ruine. Il le sauve ainsi d'une démolition certaine. Et puis il le fait restaurer et l'offre à l'État français en 1903 en léguant sa collection au musée qui vient d'y être créé. 2 ans plus tard, Daniel Osiris est fait officier de la Légion d'honneur. Et à sa mort en 1907, à l'âge de 81 ans, Daniel Osiris lègue 30 millions de francs à l'Institut Pasteur. Il repose au cimetière Montmartre dans un tombeau surmonté d'une copie du Moïse de Michel-Ange. Et oui, l'Institut Pasteur, effectivement, qui lui tenait à cœur. Quelqu'un qui croyait d'ailleurs beaucoup au vaccin, Daniel Osiris, à l'époque. C'est pour ça qu'il avait légué cette somme très importante. Et avant de mourir, il avait encore un projet qu'il avait lancé, très intéressant et pas seulement anecdotique, puisqu'il avait légué à la ville de Bordeaux, c'est sa ville natale, une énorme somme pour ouvrir un bateau soupe et donc aider les plus fragiles à pouvoir se nourrir. On peut donc dire, sans anachronisme bien sûr, que quelque part, Daniel Osiris est peut-être à l'origine des Restos du Cœur, en quelque sorte. Merci beaucoup Christophe. Et oui, Daniel Osiris, un philanthrope, un mécène méconnu pourtant, qui parmi ses nombreux actes a permis donc la construction de nombreuses synagogues à Paris, notamment celle de la rue Buffo et la synagogue Buffo qu'on connaît bien aussi grâce à un film que vous adorez, Christophe. Oui, effectivement, les films d'Alexandre Arcadi, Grand Pardon en particulier, exactement. Roger. Mais que vous connaissez aussi la synagogue de la rue Buffo. Roger Hanin, absolument, qu'on voit dans la synagogue Buffo le jour du Grand Pardon. Oui. Voilà, c'est mais vous connaissez aussi cette synagogue absolument. À titre plus personnel. Voilà. C'est vrai, absolument. Et la synagogue Buffo, je trouve que c'est une des plus belles synagogues de Paris, peut-être bien plus belle que les autres, qui sont très grandes. Et c'est vrai que par exemple, pour se marier dans une synagogue comme la rue de la Victoire ou celle des Tournelles, il faut quand même avoir énormément de monde. Très grande famille, voilà, c'est ça. Et la synagogue Buffo, je trouve qu'elle est entre deux, donc c'est plutôt agréable. Merci beaucoup Christophe Dard. C'était donc l'histoire des Juifs de France, un rendez-vous histoire à retrouver tous les matins sur Radio J, également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube.